Alors, rebonjour tout le monde. Donc, on reprend nos séances pour l'après-midi. Cet après-midi, donc, nous devrions avoir 4 communications. En fait, il semble que la 4e personne n'est pas présente. C'est Othman Barhoumi. Ah, d'accord. Donc, en fait, cette première séance de l'après-midi, il va y avoir 3 communications. La première est celle de M. Mondar Brahmi, attaché de recherche et inspecteur régional du Sud-Ouest à l'INP. Son intervention se rapporte à l'archéologie rurale et le développement local dans la région de Gafsa vers une diversification du tourisme rural. La deuxième communication, elle est de mademoiselle Zainab Youssef. Elle est étudiante à l'ENO de... Ah bon? Mais en fait, donc, il y a une autre absence, donc, en fait. Youssef Zainab, non, elle n'est pas présente. Bon. Donc, il s'agit de... en fait, je me suis trompé, donc il s'agit... C'est pas la première fois, d'ailleurs, bon. Donc, il s'agit de mademoiselle Houda Ben Younes, étudiante à l'ENO, et elle prépare une thèse sur les lieux de prière à Jerba et Omzab. Ah, c'est bien. Donc, sur la Tunisie et l'Algérie, c'est bien. Donc, alors, elle nous présente une communication sur inscription pour... sa communication, elle se rapporte au vœu de faire de l'inscription du patrimoine ibadite à l'UNESCO, risque et potentiel, l'étude du cas de la vallée du Mzab et de l'île de Djerba. La troisième communication est celle de M. Anis Hajlewi, chargé de recherche, encore, attaché de recherche temporairement à l'INP. Le temporaire, ce n'est pas l'INP, c'est son statut d'attaché. Il va passer prochainement en tant que chargé. Donc, التراث المادي بجهة سيدي بوزيد بين الصون والانتهاك. On commence bien sûr par M. Mondar Brahmi et vous avez 20 minutes. Essayez de respecter cet horaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cette communication porte sur la présentation de quelques remarques issues d'une investigation de terrain que j'ai menée dans le sud-ouest, et particulièrement dans le gouvernorat de Gafsa et surtout les zones rurales de Gafsa, où j'ai prospecté en vue d'établir un catalogue de sites archéologiques antiques pour l'élaboration d'une thèse soutenue sous la direction de le professeur Siab Tifemrabt, à qui je renouvelle mes remerciements. Et cette prospection m'a permis de tirer quelques remarques sur l'état de l'inventaire, l'état des lieux de l'inventaire archéologique et du patrimoine en général. Les zones rurales de Gafsa sont marginalisées et délaissées en raison d'une infrastructure faible sur tous les plans, économiques, sociaux, environnementaux et culturels. L'État se désengage progressivement de ses responsabilités gouvernementales envers les secteurs ruraux pour s'occuper seulement des zones urbaines. Or, les zones rurales de Gafsa sont nombreuses, diversifiées, et comprennent une grande variété de ressources patrimoniales et de beaux paysages naturels, qui restent délaissés ou très faiblement valorisés par les acteurs locaux. La prospection archéologique dans les différentes régions de Gafsa nous a guidés, outre l'inventaire des sites archéologiques et des monuments historiques, à la découverte de plusieurs artefacts du patrimoine culturel qui reflètent l'histoire et l'identité d'un territoire et une population locale. Or, ces ressources culturelles dépassent les méthodes et les législations actuelles qui ne permettent pas de concevoir une vision globale du fonds patrimonial et d'établir une stratégie pour la préservation et la mise en valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure que la base de cette communication, c'est l'inventaire.
j'ai participé, par exemple, en 2009, à la reprise ou à la prospection du gouvernorat de Gafsa, toutes les feuilles, dans le cadre de la carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques informatisés. Ce sont les fiches de l'inventaire, les sites, chaque site, on consacre à chaque site une fiche et un album de photos. Cette prospection m'a permis la découverte de plusieurs, par exemple, sites préhistoriques, surtout les Ramadiyas. Ce n'est pas un fait étrange, si on rappelle que Gafsa, c'est le berceau de la civilisation capsienne, mais elle est connue seulement par les deux sites, la Ramadiya de Sidi Mansour, au cœur de la ville de Gafsa, et le gisement d'Al-Magta, à 15 km au nord du Gafsa. Ces deux sites sont seulement les plus connus, et même pour les habitants locaux, ils ne connaissent pas, par exemple, le site d'Al-Magta en tant qu'un grand gisement ou un site référence de la civilisation capsienne. Or, d'immenses Ramadiyas sont implantés au sud-est dans plusieurs zones rurales. Comme j'ai dit, ce n'est pas un fait étrange. Plusieurs Ramadiyas qui ne sont pas ni connus ni par les spécialistes, ni par les habitants de la région, qui ne sont pas de conscience de leur importance, en fait. Ces Ramadiyas parsèment plusieurs endroits de presque tous les secteurs ruraux du gouvernorat de Gafsa. Et comme vous voyez, par exemple, cette escargotière se situe presque près de la frontière tuniso-algérienne. Là où habite une communauté rurale, et je pense que la mise en valeur, ensuite la préservation et la mise en valeur de ces sites pourront ensuite être rentables pour les communautés rurales. Pour les sites proto-historiques ou l'art rupestre, si Mansour est là, et on connaît jusqu'à une date récente, on connaît seulement une seule station de peinture rupestre à Jbel-le-Blijou, maintenant dans le gouvernorat de Tozar, mais au cœur d'une chaîne montagneuse qui s'étend et qui s'allonge depuis Gafsa jusqu'à la frontière tuniso-algérienne à l'ouest. La prospection archéologique aussi m'a permis de découvrir 4 autres stations de l'art rupestre, des peintures et des gravures. Vous voyez par exemple en haut, à gauche, c'est une station de gravure rupestre à Jbel Khamfous. À droite, c'est une station de gravure rupestre dans le Jbel de Sidi Aish, couvert par la feuille de Sidi Aish 110, prospectée dans le cadre de la carte archéologique site et monument historique sous la direction de CISAD, c'est présent, mais ce site ne figure pas dans l'ancienne carte nationale avant la période de 2008-2009 sous la direction de Simos Farhanoussi. La dernière photo, c'est une gravure rupestre dans la région ou zone, secteur rural de la région d'Omdil. Alors, on peut déduire, je ne suis pas spécialiste, mais ces stations de l'art rupestre existent aussi dans plusieurs endroits de la région de Gafsa. Une autre manifestation du patrimoine archéologique, ce sont les grottes et les abris taillés dans le roc. Inconnus auparavant, mais aussi on n'est pas sûr. Par exemple, les préhistoriens, comme Mohamed Saïdi qui a soutenu sa thèse, on n'est pas sûr de leur datation et de leur chronologie exacte. Il est un peu douteux d'attribuer ces grottes à l'époque proto-historique, en général à l'époque proto-historique. Mais je ne sais pas si c'est clair, la photo à gauche, en bas, il y a un abri sous roche, ou une grotte abri sous roche, là où il y a une peinture rupestre, ce qui donne une confirmation de la chronologie de ces grottes ou de ces abris sous roche ou ces abris taillés dans le roc. En fait, les deux autres à droite sont découverts dans la région, dans un secteur rural de la région de Derdeïf. J'ai laissé à côté l'époque romaine parce que les sites sont connus. Par exemple, Gafsa est connu par ses piscines romaines, ses fameuses piscines romaines, la Qasba ou la forteresse byzantine, ensuite restaurée à l'époque islamique. Et dans
Dans le cadre de mes, par exemple, missions d'inspection et dans le cadre de la prospection aussi, j'ai découvert un autre aspect du patrimoine culturel, c'est le patrimoine architectural qui, jusqu'ici, n'est pas considéré comme patrimoine, par exemple, par les responsables locaux, par les responsables administratifs. Et je vais essayer de les nommer. Ça, c'est un type de noyau urbain, hein, le patrimoine architectural des villes minières. Gafsa est connu par son bassin minier, là où il existe 4 villes minières, Metlaouir, Daïf, Mlaraïs et Mdhil. Et dans ces villes, il y a des noyaux urbains qui remontent à la début du XXe siècle. Donc, ça, c'est un quartier d'habitat. Il y a d'autres types de monuments, tels que les monuments administratifs, par exemple, et les monuments religieux. À droite, c'est l'église de Moularaïs et à gauche, c'est la centrale électrique de Metlaoui qui date de l'époque coloniale. C'est une propriété, hein, de la CPG, la compagnie de phosphate de Gafsa, et cette société ou cette compagnie n'est pas consciente de l'importance patrimoniale de ces monuments. Par exemple, je remonte, l'église, par exemple, est aujourd'hui mise à la disposition de la municipalité, qu'il utilise comme un dépôt des ferrailles, par exemple. Un autre type de monument qui, jusqu'à une date récente, par exemple, à gauche, le pont, édifié pendant l'époque coloniale, se trouve dans l'espace de la carte de Moularaïs, 150 millième, 117, prospecté et publié, le texte est publié par Saoudaouda. Mais le pont ne figure pas en tant que monument historique, par exemple, dans l'inventaire de Saoudaouda. Il est temps aujourd'hui de réviser les notions, les définitions de monuments, même de monuments historiques. À gauche, vous voyez que ces tunnels creusés aussi pour faire passer la voie ferrée entre les villes minières et presque hein, tous les gens là, tous les responsables ne considèrent plus que ces tunnels sont aussi des monuments historiques. Un autre type de patrimoine, ce sont les mines souterraines, aujourd'hui abandonnées, aveuglées parfois pour des raisons de sécurité, et les silos, par exemple. Alors, le patrimoine industriel du bassin minier, aujourd'hui propriété de la CPG, parfois propriété des lycées, on ne peut pas même préciser le propriétaire de ces monuments, sont aussi aujourd'hui considérés comme des monuments historiques qu'il faut inclure ou qu'il faut intégrer dans l'opération de l'inventaire des monuments historiques. Un autre type ou un autre artefact de patrimoine, sont les villages berbères. Là, par exemple, ce sont indiqués sur les cartes comme des sites archéologiques. Il faut réviser la définition. Il s'agit probablement, je ne suis pas spécialiste, d'autres ici présents sont dignes de le faire. Ce sont des sites culturels. Là où j'ai découvert plusieurs manifestations du patrimoine culturel. Ça, il y a les grottes taillées dans le roc, hein, l'habitat troglodytique, des grottes consacrées pour, par exemple, les activités économiques, hein, le pressoir en dessus, et des paysages naturels, mais aussi un savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel des villages berbères. Il y a tous les types de savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Le tissage, par exemple, c'est une marque déposée des villages berbères de la ville de Gafsa. Pardon? Il y a un problème? D'accord. Enfin, lorsque j'ai prospecté la région de Gafsa, en utilisant toujours les supports l'indispensable, les feuilles 50 millième. La lecture de ces feuilles m'a amené à remarquer un substrat libique ou berbère des noms de lieux. Par exemple, là, dans les cercles rouges, on peut lire Jbel Tagourt ou Tagourt, Jbel Tagrjt, Jbel Tagarnouch, c'est un substrat berbère qui continue aujourd'hui d'être utilisé dans les noms de lieux de la région, par exemple des villages berbères, Snad, Bouamran, Boussaad et L'Aïesh.
Un autre monument que j'ai rencontré dans les environs de Rdaï, enfin dans un secteur, c'est un monument dédié, par exemple, aux martyrs de la lutte armée anticoloniale de 1952-1954, dans les environs de Rdaï. Ce monument, j'ai posé moi-même, j'ai posé la question, est-ce que je dois noter dans l'inventaire ce monument comme site archéologique ou monument historique ou non? Or, l'importance de ce monument, c'est pour la population locale, la mémoire locale et l'histoire nationale, surtout l'histoire de la libération nationale. Aussi, c'est son emplacement. Il est édifié là où fut dans le lieu de la bataille, même le lieu de la bataille de 1952-1954. Ces aspects ces échantillons d'aspects de patrimoine culturel m'ont amené de vous exposer quelques remarques sur l'état des lieux de patrimoine culturel. La carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques est encore inachevée et qui nécessite une actualisation de données. Absence d'une base de données réunissant les différentes manifestations du patrimoine culturel. Comme j'ai dit, j'ai travaillé dans le cadre de la carte et je n'ai pas pu trouver une solution, par exemple un système, comme l'a dit Madame Nabila, que les fiches, il y a une seule fiche, je ne peux pas noter par exemple le patrimoine immatériel, le savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel. Je me suis contenté des sites et des monuments historiques. L'absence de l'interaction entre les différents responsables institutionnels. Par exemple, l'IMP est le responsable sur les sites archéologiques classés ou non classés, oui, mais le patrimoine industriel est une propriété de la CPG. Les monuments, par exemple, les quartiers urbains des villes minières sont une propriété de la municipalité et des propriétés privées aussi, ce qui nous laisse dans une situation d'absence de l'interaction entre les différents responsables. Je ne sais pas si je peux me permettre pour donner quelques solutions ou quelques propositions pour une valorisation du patrimoine culturel qui doit commencer, à mon avis, par l'implication des différents intervenants régionaux, les responsables administratifs, les chercheurs, la société civile, la population surtout, et sous l'égide d'une stratégie institutionnelle et de conservation et de valorisation du patrimoine. 2. Instaurer de nouvelles mesures, et ça c'est l'essentiel de ma communication, ce qui m'intéresse principalement, c'est d'instaurer des nouvelles mesures dans les techniques de l'inventaire et la documentation afin d'englober les différentes manifestations du patrimoine culturel. À mon avis aussi, il faut décentraliser l'inventaire. Comme Sifat el-Bahri, ce matin, il a parlé de la décentralisation de la direction, en créant des directions régionales. Il faut aussi décentraliser l'inventaire du patrimoine et l'élaboration d'une carte, ou atlas, on peut la nommer, atlas régional du patrimoine. Non pas une atlas, la carte archéologique des monuments historiques peut continuer à travailler à ces préoccupations. Mais la carte régionale ou atlas régional du patrimoine pourrait ensuite être une sorte de base de données pour une stratégie de valorisation. La mise en place, enfin, d'un plan régional aussi de conservation et de mise en valeur du patrimoine, et il doit passer ce plan par l'interaction entre les différents responsables ou les acteurs du patrimoine culturel de la région de Gafsa et pour d'autres régions, pourquoi pas. Et merci pour votre attention. Merci, Simondar. Alors, je passe la parole à Mademoiselle Hodeb Nous.
Merci, Monsieur Bahri. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la question de l'inscription du patrimoine ibadite de l'île de Djerba. Je vais m'intéresser à la question de l'inscription du patrimoine ibadite de l'île de Djerba et de la vallée de Mzab à l'UNESCO, ses risques et ses potentiels. Donc je vais essayer en premier lieu de mettre en exergue le rôle des institutions publiques et de la société djerbienne et mozabite dans la préservation de leur patrimoine. En deuxième lieu, je vais essayer d'analyser l'impact de l'inscription de ce patrimoine à l'UNESCO sur le Mzab et les risques et les potentiels d'un éventuel classement du patrimoine djerbien à l'UNESCO. Alors, le patrimoine berbère et ibadite est aujourd'hui présent dans certaines régions du Maghreb, notamment dans les montagnes de Nafoussa et la ville côtière de Zouara en Libye. Il subsiste aussi dans l'île de Djerba en Tunisie et dans la vallée de Mzab, Ouargla, la ville de Ouargla et l'antique ville de Sedrata en Algérie. Je vais m'intéresser uniquement aujourd'hui au patrimoine produit par les ibadites, les berbères ibadites de la vallée de Mzab et de l'île de Djerba. Je vais maintenant passer à la première partie de cette présentation qui est consacrée à la vallée de Mzab. En effet, le paysage de la vallée de Mzab, créé au Xe siècle par les ibadites autour de leurs 5 sours ou villages fortifiés, semble être resté intact. L'architecture vernaculaire mozabite est simple, fonctionnelle et parfaitement adaptée à l'environnement. Elle est conçue pour la vie en communauté, tout en respectant les structures familiales. C'est la marque dans le désert d'une civilisation sédentaire et urbaine, porteuse d'une culture millénaire et originale qui a su, par son génie propre, préserver sa cohésion à travers des siècles. Donc, ces données historiques et ces valeurs civilisationnelles ont plaidé pour le classement de la vallée du Mzab à l'UNESCO en 1982. Donc, par rapport au patrimoine ibadite religieux du Mzab, on trouve les grandes mosquées qui surplantent généralement les cités fortifiées au Ksour. En contrebas de ces Ksour, donc dans les cimetières et dans les palmeraies, on trouve les mosquées funéraires et les aires de prière. En effet, la société mozabite, et ibadite bien sûr, est connue pour le respect qu'elle porte pour ses aïeux et pour son attachement à son patrimoine. Cette société continue aujourd'hui encore, et même après le classement de la vallée au patrimoine mondial, de participer volontairement aux différentes actions d'entretien réguliers de leur mosquée. Ainsi, ces opérations ont permis non seulement de redonner aux mosquées dégradées leur beauté, mais aussi de restaurer la cohésion sociale mozabite et de valoriser les matériaux traditionnels ainsi que les pratiques ancestrales mozabites, de construction mozabite. Donc on va maintenant remonter un peu dans le temps pour voir montrer comment la politique de préservation du patrimoine mozabite n'est pas récente. En fait, et compte tenu de l'importance de la vallée, de ses monuments et de ses sites historiques, les autorités algériennes, et à l'initiative du célèbre architecte français André Ravero, ont décidé de créer en 1970 l'atelier d'études et de restauration de la vallée du Mzab. 2 ans après, la vallée a été classée au patrimoine national algérien. Plus tard, en 1982, comme on l'a déjà évoqué, la vallée a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, les compétences et les domaines d'intervention de l'atelier créé en 1970 ont été étendus en 1992 par la création de l'Office de protection et de promotion de la vallée du Mzab, ou l'OPVM, dont les principales missions concernent l'application de la législation en vigueur relative à la protection du patrimoine culturel, deuxièmement, la constitution d'une banque de données des monuments et des sites, et troisièmement, la promotion, la recherche et la formation dans les domaines du bâti traditionnel et de l'artisanat. Par ailleurs, et depuis le classement de la vallée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a connu une croissance démographique et urbaine très accélérée.
La mise en œuvre d'un secteur sauvegardé s'est alors imposée comme un moyen technique et juridique opportun qui permet d'assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel de la vallée à travers notamment le contrôle de la croissance urbaine au niveau des palmeraies, des zones inondables ainsi que les éléments constitutifs du paysage naturel. Donc, dans le cadre des opérations de restauration menées par l'OPVM, 4 grandes mosquées de la vallée ont été restaurées. En plus de ces 4 grandes mosquées, l'OPVM a également restauré plusieurs mosquées funéraires, à l'exemple de la mosquée Ibrahim de Tajnint, la mosquée Ben Mohamed de Atizun et la mosquée Okhira de Tajnint qui constitue d'ailleurs le seul monument restant d'un vieux ksar aujourd'hui disparu. Donc, en plus de ces opérations de restauration, le travail en matière d'information et de sensibilisation à l'environnement et au patrimoine local constitue un des axes de travail menés par l'OPVM depuis une dizaine d'années, ce qui a contribué à forger un terrain propice à la participation et à la réactivité du contexte social local à la question de préservation de son patrimoine. Donc, parmi les activités culturelles réalisées par l'OPVM dans ce sens, on peut citer l'organisation de fêtes thématiques, de parcours patrimoniaux, la réalisation de publications audiovisuelles, de brochures, etc. Donc, concernant l'impact de l'inscription du patrimoine ibadite du Mzab à l'UNESCO, il faut savoir que le patrimoine ibadite du Mzab est aujourd'hui considéré parmi les mieux préservés en Algérie. L'attachement de la population locale à son héritage ancestral est une particularité importante de ce respect de l'architecture. Mais malgré les efforts des organismes locaux, le patrimoine se dégrade. Par ailleurs, la question de la patrimonialisation de la vallée a entraîné de diverses difficultés que le gouvernement et les institutions locales peinent à résoudre. La première difficulté, c'est la prolifération de nouvelles mosquées dont l'architecture rend avec le caractère de l'espace religieux mozabite, tel qu'on l'a vu. Deuxième difficulté, c'est la promotion excessive du Mzab qui a poussé cette vallée vers un développement rapide au service du tourisme et au détriment de son aspect local et de son environnement fragile. Troisième difficulté, elle consiste dans le fait que ce patrimoine est aujourd'hui devenu la cible sur laquelle s'abat le mal. Plusieurs mosquées ibadites ont été saccagées et dévastées lors des conflits à répétition entre les Mozabites et la population arabophone et malikite qui s'est installée dans la périphérie de la vallée. Donc, je passe maintenant à la deuxième partie de la présentation qui est consacrée à l'île de Djerba et ses mosquées. Bon, ces mosquées témoignent de l'inspiration que leur procure le milieu naturel et social immédiat. Ce qui a engendré un type à part, un type de mosquée à part, unique et propre à l'île. Elles sont d'une diversité saisissante, vu qu'elles sont le fruit de toute une série de contraintes, à chaque fois différentes. Leur nombre est important, dépassant largement les 250 actuellement, et l'on raconte qu'elles étaient en nombre de jours de l'an. On en distingue 3 types, celles enfouies entièrement dans la terre, celles qui sont partiellement creusées et d'autres qui sont complètement construites et donc apparentes. Donc, ces mosquées jouent un rôle central dans la vie religieuse et dans la cohésion de la communauté ibadite de Djerba. Ces mosquées étaient continuellement entretenues. Cet acte était un devoir communautaire que tous les ibadites de l'île assumaient. Généralement, ces opérations auxquelles participaient la plupart d'entre eux ont été financées par les revenus des biens hbous ou waqf de chaque mosquée, mais après plus d'un demi-siècle de l'abolition du waqf en Tunisie, les travaux d'entretien et de consolidation sont financés par des dons collectés des habitants du quartier avoisinant la mosquée. Par rapport à la politique de préservation du patrimoine ibadite à l'île de Djerba, en fait, l'association pour la sauvegarde de l'île de Djerba ou la SIDJ, toute volonté de restauration ou de réaménagement des mosquées historiques
de Djerba est obligatoirement assujetti à l'accord préalable de l'Institut national du patrimoine en coordination avec la SIJ. La SIJ, c'est l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, qui a été fondée en 1976 et qui a établi une liste de mosquées anciennes et tente toujours de sensibiliser la population à l'architecture traditionnelle en organisant des séminaires et des expositions. J'ouvre ici une petite parenthèse par rapport à la méthode adoptée par les restaurateurs de ces mosquées. On voit bien qu'ils restaurent à l'identique, donc l'authenticité de ces mosquées est perdue. Aussi, ils restaurent avec des matériaux modernes, du béton. Mais c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, de nombreuses mosquées ibadites sont menacées de dégradation et de disparition, et malgré les sommes gigantesques investies dans le développement du tourisme, bien peu d'argent a été consacré à préserver ce patrimoine. Plusieurs mosquées ibadites sont aujourd'hui souillées et pillées, abandonnées et en ruine, défigurées et dénaturées. Regardez comment les contrevenants se permettent de rajouter des minarets disproportionnels et parachutés à des petites mosquées toutes sobres. Aujourd'hui encore, il y a des mosquées millénaires qui ont été démolies pour laisser place à de nouvelles mosquées dont l'architecture rend avec le cachet architectural de l'île. Et voici encore deux exemples de nouvelles mosquées construites ces toutes dernières années. Regardez ces couleurs et ce mauvais goût et cette fâcheuse tendance actuelle à la démesure et à l'exubérance. Donc, face à toutes ces menaces qui pèsent sur l'intégrité et l'authenticité du patrimoine architectural et urbain de l'île de Djerba, et sous l'impulsion de la société civile locale et du ministère de la Culture, l'île a été inscrite sur la liste indicative de l'UNESCO en 2012. Ce dossier de classement est pris maintenant actuellement en charge par l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, la SIJ, et d'après le comité d'experts nationaux et internationaux, la valeur exceptionnelle de l'île réside dans son mode d'occupation du sol, considéré comme unique au monde. En effet, l'espace djerbien insulaire est un espace rural et communautaire. Les habitations djerbiennes sont groupées en houm, ou quartier, où se groupe le clan qui garde son unité par les relations de voisinage, d'entraide et de sang. Ces houm sont de grandeur variable selon les potentialités naturelles du lieu. Le caractère dispersé et isolé des menzels ou des imzdaren et par la suite des habitations revient au manque d'eau, à l'insécurité qui régnait à l'époque et au degré d'autonomie recherché à tous les niveaux dans le mode de vie du berbère djerbien qui vit et travaille au milieu de sa terre, donc dans son menzel, qui se compose d'un terrain d'exploitation agricole qui inclut l'habitation et d'autres composantes. Donc le classement a inclus quelques monuments qui représentent un exemple éminent d'une architecture en symbiose avec son environnement, des monuments tels que des fondouks, des huileries souterraines, des ateliers de tissage et bien sûr des maisons traditionnelles. Parmi les monuments historiques religieux qui constituent également le dossier de demande d'inscription, on trouve la synagogue de la Ghriba, quelques anciennes mosquées ibadites et une église. Donc une fois concrétisé, le classement de l'île à l'UNESCO va placer l'État face à ses engagements et contribuer à faire la gestion, la protection, la sauvegarde et la mise en valeur des biens qui seront inscrits. Le classement va également aider à mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre d'un plan de gestion et de protection des biens inscrits et sensibiliser en parallèle les populations locales au patrimoine. Alors la question qui se pose est la suivante. Sachant que seul un bien classé patrimoine national peut prétendre à une reconnaissance mondiale, comment pourrait-on demander la reconnaissance mondiale d'un patrimoine qui n'est même pas reconnu à l'échelle nationale?
Donc, comme on le sait tous, la mise en valeur du patrimoine s'inscrit dans une stratégie de développement économique des villes. En effet, l'exploitation économique du patrimoine matériel permet également et surtout de valoriser un patrimoine immatériel. Le patrimoine sert alors de cadre à la mise en valeur d'une histoire de perception telle que Djerba, l'île des rêves, l'île des lotophages, Djerba la douce, Djerba terre de paix et de tolérance. Bref, le patrimoine sert à façonner l'esprit des personnes pour lesquelles on le protège et on le valorise. Toutefois, on ne cible pas seulement les habitants, mais aussi et surtout les touristes. Reste qu'il faut s'interroger sur la plus-value économique à retirer de l'estampille UNESCO pour une île comme Djerba. En effet, classer quelques monuments de l'île n'a rien de vital, seulement une question d'ego mal placé, voire d'intérêt caché. Ainsi, cette inscription au patrimoine mondial aurait pour incidence pour les propriétaires des maisons traditionnelles, des huileries souterraines et des ateliers de tissage d'engager des travaux de rénovation, donc une activité bienvenue pour certaines entreprises et une rente de long terme. Mais pas seulement, la promotion excessive d'une île souffrante et déjà surtouristique au profit du tourisme et au détriment de son aspect local va en premier lieu servir les intérêts des propriétaires et investisseurs hôteliers et augmenter encore plus les recettes en devises de l'État. La promotion excessive de l'île va également contribuer à épuiser davantage les ressources naturelles et dégrader un environnement et un patrimoine insulaire déjà très fragilisé et perdre ainsi l'esprit du lieu. Ça va également contribuer à faire venir plus de main-d'œuvre de l'arrière-pays riche en démographie et augmenter la population totale résidente, accentuant ainsi la densification des zones urbaines et l'extension des constructions anarchiques. La promotion excessive de l'île va également contribuer à la tertiarisation de l'économie qui a déjà gagné de terrain au détriment de l'activité agricole qui constituait le fondement historique même de l'économie de l'île. Enfin, la promotion excessive de l'île va contribuer aussi à accentuer encore plus les déséquilibres entre les 3 communes de l'île. Et la liste est encore longue. Donc j'aimerais terminer cette présentation en posant quelques questions. Premièrement, comment voudrions-nous protéger ce patrimoine si en même temps on continue à travailler avec une planification et une gestion de territoire qui ne tiennent pas en compte des spécificités culturelles et environnementales de l'île? Comment voudrions-nous valoriser les caractéristiques d'une île, d'une entité géographique, en la divisant en 3 communes qui travaillent indépendamment les unes des autres? Comment pourrions-nous donc tenir compte des contraintes et des potentialités de cette île si nous n'avons pas encore assuré une cohérence entre les différents documents de gestion des sols et des biens de l'île? Et pour en finir, comment demander une reconnaissance mondiale d'un patrimoine millénaire et d'un paysage culturel aussi exceptionnel si l'État lui-même ne le reconnaît pas et ne fournit presque aucun effort pour le protéger contre toute altération et utilisation irrationnelle? Sur ce, merci pour votre attention. Merci, mademoiselle. Alors, passons à la discussion et j'aimerais mieux qu'on discute on pose des questions pour chaque intervention. Comme ça, au moins. شكون؟ عندك cadre de communication? شكرا سيد الرئيس. معذرة عن هذا التأخير في وضع العمل. أريد في البداية أن أشكر الأساتذة السيد عبد اللطيف مرابط رئيس مخبر اشتغال الأرض والتعمير ونمط العيش ببلاد المغرب في العصور القديمة والوسيطة، والأستاذ مهدي مبروك رئيس مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لاختيارهم لهذا الموضوع، موضوع الساعة، وهو من المواضيع المهمة. وتفاعلا مع هذا الموضوع سأقدم هذه المداخلة التي اخترت لها العنوان التالي: التراث المادي بجهة سيدي بوزيد إحدى مناطق الوسط الغربي بين الصون والانتهاك. سأتناول خلال هذه المداخلة نقطتان أساسيتان. سأقدم إليكم لمحة عن التراث المادي بجهة سيدي بوزيد وباختصار، ثم سأتناول نقطة هامة وهي طرق التعامل مع هذا التراث بهذه الجهة
وربما هذه الجهة هي مثال لما يحدث وطرق التعامل للتراث في باقي جهات البلاد التونسية وربما العالم العربي. تعرفون جيدا أن هذه المنطقة عرفت توالي حضارات مختلفة من ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، وهذه الحضارات خلفت وراءها آثار وتراثا هاما. ففي الجهة نعد حوالي أو ما يزيد عن 1500 موقع أثري. هذه المواقع تنتشر في جهات مختلفة من جهة سيدي بوزيد وتغطي مراحل تاريخية مختلفة. أبدأ بنماذج من الفترة ما قبل التاريخ. لنا هذه الموقع الأثري عين كوكا، ويعود إلى الفترة أو الحضارة القبسية. كذلك عين القطار موقع أثري هام بجهة المكناسي، وتقريبا هو يؤرخ بهذه الفترة كذلك. لمحة عن بعض المعالم التي تعود إلى الفترة التاريخية، وأبدأ بالمعالم الرومانية. الجهة تعرف كثيرا بالأضرحة، وخاصة أضرحة باللحفي، وهذا الموقع الأثري نجد به تقريبا أكثر أو أقل شيء 3 أنواع من الأضرحة الرومانية القديمة: الأضرحة أو الضريح القلعة، والضريح المعبد وفي الأعلى، وضريح سداسي الأضلاع. كذلك بالجهة توجد أنواع من الأضرحة الأخرى كالأضرحة الصندوقية بجهة قصر ساعي وقطرانة وورغة من منطقة بير لحفي، وهي أضرحة تختلف من ناحية الشكل ومن ناحية من ناحية المعمارية بالأساس، أما الوظيفة فتبقى هي مشتركة. من المعالم الأخرى هذا الموقع الأثري الذي عثرنا فيه على عديد المسلات النذرية صدفة، ولربما يكون هذا المكان هو معبد للإله ساتيرن، لأن الإله المذكور في إحدى هذه النقائش أو المهدى إليه هذا النذر هو الإله ساتيرن. من بين المعالم الأخرى التي تعود إلى الفترة التاريخية الأولى الكنائس. جهة سيدي بوزيد تعرفون جيدا هذا الموقع الأثري قصر البارود، مجمع كنسي صغير تقريبا وهام به كنيستان هامتان وكنيسة أخرى صغيرة، إضافة إلى بعض الأجنحة وحوض التعميد الذي يوجد في الأسفل. هناك كذلك عديد الأحواض التعميد التي بقيت من بقايا هذه الكنائس، كهذا الحوض المزخرف بالفوسفوساء، وللأسف هذا المعلم أصبح الآن حفرة دون سواه. أما في الأسفل فهذا النوع من الحوض، حوض التعميد، الذي ربما من ناحية الشكل هو في حد ذاته يعني يعتبر من المعالم النادرة في الجهة، وربما حتى في البلاد التونسية بصفة عامة. هذه الفسيفساء تعود إلى كنائس أخرى ككنيسة لونانسية بجهة سيد علي بن عون. إضافة إلى هذه المعالم ذات العلاقة بالجانب الديني أو الجانب الجنائزي، هناك معالم أخرى تتصل بالحياة الاقتصادية كمعاصر الزيتون، وهي منتشرة في عديد الأماكن. وإليكم هذه النماذج: معصرة زيتون في هنشير الحصان من جهة مغيلة، ومعصرة زيتون بقايا معصرة زيتون في جهة سيدي ناير من بير الحفي. الجهة غنية بالمنشآت المائية، وهذه بعض الأمثلة: ماجل السماوي أحد المنشآت الهامة بجهة سيد علي بن عون. حنايا موجودة كذلك بقاياها في الموقع الأثري هنشيل العرايس، لا يبعد كثيرا عن هذه المنشأة المائية التي أشرت إليها، يعني ماجل السماوي في جهة سيدي علي بن عون. سنعود إلى هذا الموقع لأهميته التاريخية. كذلك هذا الجدار الهام لتوجيه الماء، والذي يوجد على مستوى واد المزونة أو واد هداج بجهة مزونة، ويبلغ تقريبا طول هذا الجدار ما يزيد عن 1000 متر، وارتفاعه أكثر من 8 أمتار تقريبا. إضافة إلى هذه المعالم هناك معالم أخرى تتصل بالحياة اليومية للإنسان في الفترة الرومانية كالحمامات الرومانية. هذا الحمام بهنشيل الحنانشة لا يزال على حاله بفسيفسائه وجدرانه. مؤخرا
اكتشفنا وجود حمام آخر إحدى فسيفساه تحمل صورة ربما للإله فينوس، وهي ربما لأول مرة تجسد بهذا الشكل في هذه على مثل هذه اللوحات، ولربما يكون نتاج لمدرسة لإنتاج الفسيفساء في منطقة السباسب أو منطقة البيزاكيوم أنتريور، المنطقة أو الساحل الداخلي. من المعالم الأخرى التي تعترض المهتمين بالتراث وبالآثار في الجهة الحصون والقلاع، بقايا لحصن بجهة جلمة قصر هداوش، وآخر بقرب موقع أثري هام وهو هنشير الريش. بالأسف هذه الحصون ما بقي منها إلا القليل والقليل. الجهة تعرف كذلك بوجود ضيعات فلاحية تعود إلى الفترة الرومانية، وتنتمي لأشخاص وسادة معروفين في ذاك الوقت كضيعة فاليريوس بيدونس. وهذه الضيعة بالأساس بقاياها في جهة منزل بوزيان هنشير الجلال. وجدت هذه النقيشة التي تحدد أو تضع حدا لملكية هذا السيد، ربما بالمقارنة مع ملكية أخرى تولى الأستاذ لطفي النداري مؤخرا مع قراءتها من جديد، وكانت أعطت هذا الموطأ على أن هذه الضيعة لأحد الأسياد وأحد السادة الذين يملكون في هذه الجهة هذه الضيعة. وليس الغريب إلى حد هذه اللحظة لا تزال هذه المنطقة ومنطقة سيدي بوزيد عموما منطقة ضيعات فلاحية كبرى تستغلها وزارة الفلاحة. ضيعة أخرى ضيعة فابيوس في هنشير العرايس التي كنت قد أشرت إليها منذ حين، وهذا وجدت في هذا المكان هذه النقيشة التي تذكر أن صاحب هذا الضيعة قد أهدى ضريحا لزوجته في هذه المنطقة في هذه الجهة. ونفس هذا السيد كان قد أهدى ضريحا آخر لأبوه الذي يعيش في منطقة الشمال الغربي ليس بعيدا على منطقة مكثر. من بين المعالم الأخرى المعروفة في الجهة، وهنا ندخل مرحلة أخرى من الفترة التاريخية الفترة الإسلامية، وهي الزوايا. بعض الزوايا المعروفة بهذه الجهة أهمها زاوية سيدي علي بن عون وزاوية سيدي خليف، معروفة كذلك بهذا الطراز المعماري. وبالإضافة إلى ذلك توجد معالم تعود إلى الفترة الاستعمارية. هذه المعالم متجسدة وموجودة حاليا في ضيعات تستغلها وزارة الفلاحة، ومن بين ومن أشهر هذه الضيعات هي ضيعة فيليب بوست أحد المعمرين الذي كان يملك هذه الضيعة، تقريبا تسمى الآن ضيعة 17 عدد 17، يعني أن هناك من 1 إلى 17 ولربما من 1 إلى 27 ضيعة كلها كانت على ملك المستعمرين، والآن تستغلها وزارة الفلاحة. يضاف إلى ذلك من الأسفل ضيعة الحوامد، هي الأخرى يعني من المعالم الاستعمارية التي بقيت إلى حد الآن وتحت تصرف وزارة الفلاحة. في الأعلى إلى اليمين معلم استعماري هام، هو بمثابة كارير دو بيير، مقطع لحجارة، ولكن هذا مقطع من الحجارة يبدو كأنه غريب نوعا ما، لأن الحجارة تحمل في أسطل، وهذه الأسطل معلقة، وهناك دواليب كثيرة كانت تجلب هذه الحجارة عن طريق هذه الأسطل لتحمل فيما بعد عن طريق القطار، حتى أن هذا المكان إلى حد هذه اللحظة وهو في جهة المزونة يعني أثر في الجهة، وبالتالي أصبح الأهالي يقولون مثلا شعبيا على الذي لا يتحرك من مكانه لا اليمين ولا اليسار يبقى دائما كأسطل المزونة ما بين السماء والوطاء.
إضافة إلى هذا الموروث المادي الهام، هناك نتاج للموروث اللامادي، ويظهر أساسا في نتاج الصنائع، صنعة الصوف، صنعة الخزف، صنعة الحلفة، وصنعة الفخار وغير ذلك من الحاجات التي تميز هذه الجهة. هناك أيضا تراث بيئي، محمية بوهدمة معروفة، وللأسف معنى هذا الموروث لا يزال مهملا إلى حد هذه اللحظة. السؤال الذي يطرح بإلحاح: كيف يتم التعامل مع هذا التراث الذي رأيته متنوع ويهم فترات زمنية مختلفة؟ أولا، عن طريق هذا التعامل يتم عن طريق الصيانة والتعهد، وهذا الوجه العادي والمطلوب والذي يجب أن يكون، وهو الصيانة والتعهد. فالمعهد الوطني للتراث ابتداء من مدة ليست بالبعيدة بدأ يرصد في ميزانية لترميم هذه المعالم، وإليكم هذه المشاهد من عمليات هذا الترميم. الأضرحة التي رأيتموها في السابق وتميز جهة بيلحفي، الآن البعض منها أو على الأقل 90% منها أصبح مرمما. يضاف إلى ذلك الموقع الأثري هنشيل حنانشة، تلك الحمامات الرومانية. أصبحنا الآن نتحدث عن تدخل من طرف المعهد الوطني للتراث لمحافظة وصيانة هذه المعالم. هناك أيضا تدخل بشكل آخر يتمثل في حماية المواقع الأثرية. قصر البارود، هذا الموقع يوجد على طريق ومهدد، إضافة إلى المخاطر التي يهددها التي يمثلها بعض المتطفلين على المكان، التحفير أو غير ذلك. كذلك كم من مرة تخرج سيارة عن الطريق فتصطدم بالآثار، وكم من مرة هذا الموقع حوض التعميد لحقه ضرر. بالتالي فكرنا في وضع سياج يحمي هذا الموقع من جهة الطريق. تدخلات المعهد الوطني للتراث والاهتمام بالتراث يتم أيضا عن طريق رفع الفسيفساء لترميمها، لأن البعض منها كما ترون في الأسفل هذه اللوحة الفسيفساء، هذه بعد الترميم أصبحت على هذه الحالة، والآن أصبح هي معناها جاهزة للعرض. تدخل آخر وفي معالم أخرى والمعالم الإسلامية كذلك، ترميم زاوية سيدي بوزيد الشريف، رأيتم الحالة الأولى والآن الحالة التي أصبحت عليها. الآن أمر إلى المفارقة العجيبة، وهذا يعني التعامل الآخر. رأيتم الدولة تتدخل بالموارد المادية والبشرية للترميم وممثلة في المعهد الوطني للتراث، لكن المفارقة أن الدولة في حد ذاتها هي من تعتدي على التراث بمؤسسات أخرى. الانتهاكات الأولى هي من طرف مؤسسات الدولة، ونشاهد في هذه الصورة بناء خزان فوق موقع أثري هنشير الكفيس. من يقوم بهذه الأشغال؟ مصالح وزارة الفلاحة، مؤسسات الدولة. الانتهاك الثاني استخدام لحجارة المعلم الأثري قصر بودينار لإنجاز حاجز مائي بمنطقة الرقاب من طرف من طرف في وزارة أو مصالح وزارة الفلاحة بالجهة. شكل آخر من الانتهاك والاعتداء على المواقع الأثرية، وزارة التجهيز تقوم أو مصالح وزارة التجهيز بالجهة تقوم بشق طريق بمنطقة ورغة، فتقوم بجرف هذا الموقع الأثري برحال بعنوان التنمية وبعنوان إدخال على الأقل فك العزلة عن مناطق وغير ذلك. من الانتهاكات الأخرى التي نشاهدها هو صمت البلديات أمام البناء الممنوع والغير مرخص فيه على أراضي أثرية داخل مناطق حذرية. كم هي الشكايات التي وجهناها إلى المعهد الوطني للتراث فيما يخص هذه الانتهاكات، ولكن هذا بناء غير مرخص فيه الأولى أن تدخل البلدية لمنعه لأنه غير مرخص فيه. ترون هذا حوض الماء بجانبه قمامة وتبعد عنها 3 أمتار عمارة شاهقة، والبعض منهم من قام حتى بجرف معلم. وأمر إلى شكل آخر من أشكال الانتهاكات،
هو التجاوب السلبي مع القضاء التي يرفعها المعهد الوطني للتراث نتيجة قضية ترفع ضد مواطن مقيم بالخارج إثر اعتدائه على موقع أثري بجهة بلحفي. وجهنا المراسلة وفيها تقرير من المختصين على أنه تم جرف موقع أثري. النيابة العمومية تقرر حفظ القضية. اعتداءات أخرى ولكن بشكل من الأشكال مرتبطة ربما بتيارات مذهبية، كحرق زاوية سيدي عسكر بجهة بلحفي. حالة أخرى تتمثل في حرق زاوية سيدي عبد الله بالمزونة. ومن بين الأشكال وبين طرق تعامل مع التراث هنا تمس المواطن، تعامل سلبي مع التراث من طرف بعض المواطنين، وهذا معروف تقريبا في كل الجهات وفي كل الأماكن وتقريبا عبر كل الأزمنة، هو الحفر العشوائي والتنقيب عن الكنوز. هذه صور لمواقع وقع حفرها من طرف أشخاص يقومون بالعمل السري والليلي بواسطة آلات للبحث عن الكنوز، كهذا الموقع بالضيعة عدد 17 رغم وجود حارس بها ورغم أنها تحت إشراف وزارة الفلاحة، ولكن هذا الموقع الآخر هو بالفعل موقع يعني على أرض شياع، وهو ينشير العرايس التي طالته أيادي التخريب بأشكال مختلفة. هناك اعتداءات أيضا من طرف المواطن ولكن بشكل آخر، ليس بالحفر وإنما بالبناء، البناء الغير مرخص به بمواقع أثرية وبمحيط مواقع أثرية وبمناطق أثرية هي على ملك المعهد الوطني للتراث، كهذا الموقع بهنشير العمران. في آخر الصورة ترون هذه البناية. والغريب أن الجهات المحلية كالبلدية صامتة، الشركة التونسية للكهرباء والغراء تزوده بالكهرباء، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الماء تزوده بالماء دون رخصة، ويمر الأمر. من بين المخاطر الأخرى التي يجب أن نذكرها هي الأعمال الفلاحية، هو ليس بالنبش عن الكنوز وليس بالاعتداء المؤسسات وإنما اعتداء مواطن بالقيام بأعمال فلاحية تؤدي في النهاية إلى انهيار وإلى فسخ نهائي لبعض المواقع الأثرية بالجهة. في النهاية أريد أن أعرج على بعض الاستنتاجات والآفاق. إذن رأيتم منذ حين أن بالجهة هناك موروث أثري هام ومتنوع ولكن للأسف غير مستغل على الوجه المرضي. تعرفون بجهة سيدي بوزيد لا يوجد ولو موقع أثري واحد مفتوح للزيارة. إذن كان من الضروري التفكير الجماعي من أجل تدبير تشاركي للتراث لتحقيق التنمية بالجهة إن كنا نريد أن ندخل التراث في الاستثمار وفي جلب التنمية للجهة. التركيز على أهمية العمل المشترك بين الجمعيات المهتمة بالتراث من أجل خلق تصور عن كيفية مساهمة التراث في التنمية. لاحظنا منذ حين هناك تعامل مزدوج من طرف مؤسسات الدولة، مؤسسات ترمم تبذل جهدا ماديا وبشريا، ومؤسسات أخرى تابعة للدولة وبشكل من الأشكال الأخرى تهدم، ربما الهدم يكون أكثر من الترميم. تعامل مزدوج مع التراث من طرف مؤسسات الدولة، لذا لابد من مراجعة قانون حماية التراث لتحميل المسؤولية لكل الأطراف دون المعهد الوطني للتراث لوحده. كذلك لابد من تحسيس وتوعية الساكنة بأهمية التراث وضرورة المحافظة عليه للأجيال القادمة. وفي الختام لكم جزيل الشكر. Merci, encore une fois, je m'excuse. Alors, passons donc à la discussion des communications. Et j'aimerais mieux qu'on commence par la première communication et on pose des questions et les réponses. Et comme ça avance mieux que à chaque fois qu'on revient. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions ou des demandes d'éclaircissement à propos de la première communication de M. Mondor Brahmi sur la région de Gafsa? Oui, je peux parler. Ma première question sera pour M. Brahmi.
Vous avez évoqué la possibilité d'instaurer des liens avec la société civile et donc pour la préservation, la conservation du patrimoine. Et j'aurais aimé savoir sous quelle forme vous imaginez ces liens. Sous quelle forme? Est-ce qu'il faut que je répète ma question? Et la deuxième question que j'aurais à poser, c'est à Ouda Ben Younes. Vous avez fait un exposé tout à fait convaincant sur la situation, sur ce cas de préoccupant, la situation des patrimoines du MZAB, et vous avez bien montré les dangers qui menacent ces patrimoines. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur le tourisme durable qui a été engagée et sur les formes du tourisme durable? D'accord. Alors, Brahmi, tu as donné 2 ou 3 toponymes qui sont de consonance amazigh. Ma question, est-ce que la liste que tu établis de ces toponymes est vérifiée auprès des locaux, des habitants de la région, pour bien saisir la prononciation et comme ça, quand on va publier ou prononcer ou transcrire, on aura des références précises parce que là, nous avons un problème avec nos toponymes qui sont un peu chacun prononçant à sa façon, etc. La question, Siba. Siba, vous savez que l'artisanat, surtout les tapis berbères, c'est عندهم خاصيات وils sont معروفين à l'échelle internationale. Franchement, j'ai vu des étrangers qui كيفاش يطلعوا من l'artisanat تاع قفصة معناتها الذهب. ما فهمتكش شنو انت قلقك سيء. حبيت نقول له كيفاش on met en valeur le patrimoine تاع قفصة. M'interpelle dans ta communication l'utilisation de régional, atlas régional. On n'a pas encore défini de façon définitive en Tunisie la définition de région. Si tu parles des gouvernorats, ce n'est pas possible parce que tous les gouvernorats vont dire ce que tu vas dire et tous les gouvernorats n'ont pas la même densité de patrimoine et toutes les maires, on n'aura pas les moyens de faire cela. Pour les nouvelles techniques, c'est tout à fait normal. On commence un projet, dans 5 ans ou 5 ans, la technologie dans le monde évolue et c'est obligatoire, inutile de travailler comme on entend. À Madame Ben Younes. Comment? La deuxième communication. Mais Madame m'a posé une question. Moi, c'est à propos de la participation de la société civile. Alors, j'ai pas mal de réserves à ce propos. Il y a des milliers et des milliers d'associations et c'est pas toujours très net. Maintenant, la cause noble, elle est affichée, mais dans la pratique,
Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je dis, attention, il y a danger à associer n'importe qui à des projets relevant du patrimoine. Et parfois, on a pas mal d'expériences de ce genre, et je vais en citer tout à l'heure un ou deux exemples d'associations assez sérieuses, mais le résultat est souvent catastrophique, parce que ces associations, soit elles ne sont pas outillées pour participer réellement à l'élaboration d'un projet, soit elles sont sous-tendues par des idéologies, etc. Comme a dit M. Hassin Fanter, moi, quand on me dit Jamaïa Khayriya, je tire mon revolver. Donc voilà, sonnette d'alarme. Je voudrais revenir juste sur une question de terminologie. Et en fait, elle s'adresse au premier communicant, mais je pense que le deuxième communicant sur Sidi... Enfin, oui. Oui, également. C'est la question, c'est la manière dont vous nommez les différentes catégories de patrimoine que vous recensez. En fait, il existe une nomenclature. Elle doit être normalement codifiée par des textes de loi, mais ces textes de loi-là, en fait, ils les mettent en place. Ces textes de loi mettent en place une nomenclature par rapport à une nomenclature internationale. Par exemple, il faut qu'on sache de quoi on parle lorsqu'on dit parc culturel et naturel. Lorsqu'on parle de monuments, lorsqu'on parle de sites, lorsqu'on parle... Toutes ces définitions-là, normalement, c'est par les lois. Alors, je voudrais savoir, est-ce que dans vos textes de loi, ces catégories sont définies de façon à ce qu'on parle tous de la même façon. Et normalement, ça devrait être commun entre ce que les désignations que vous avez, vous, et nous, puisque c'est des désignations qui relèvent d'un cadre international. Deuxième chose, j'ai vu que dans vos prospections, tout ce qui est bâtiment moderne, jusqu'aux années 50, vous les relevez. Je trouve ça vraiment très bien, parce qu'aujourd'hui, l'extension de la notion de patrimoine va effectivement jusqu'au temps moderne, sauf que on ne peut pas, quand vous dites quel type d'action on peut mener sur le patrimoine, aujourd'hui les catégories de protection, que l'on soit dans des patrimoines, des périodes, disons, historiques, ou les patrimoines des temps modernes, on n'a pas le même type de protection. Le patrimoine moderne, on ne parle pas de classement, mais on parle de labellisation, par exemple. On peut s'inspirer de ce point de vue-là, c'est ce qu'on fait nous en tout cas en Algérie, de ce qui se passe un peu en Europe, puisque la question du patrimoine moderne, elle est récente, et elle est récente en Europe déjà, mais eux, ils ont trouvé le moyen. Ils se sont dit, on ne peut pas la classer comme un patrimoine antique, parce que ça veut dire que l'État, à ce moment-là, est obligé de financer les restaurations, donc on ne peut pas tout classer. Le tout classement devient problématique pour un État. C'est pour ça qu'il y a des nuances dans les régimes de protection, et la labellisation, alors je vous invite à regarder un peu ce qu'on entend par labellisation, est une forme de protection qui indique la valeur du bien culturel, mais qui ne donne pas obligation forcément à l'État de conserver, mais plutôt à d'autres formes d'intervention dessus. Voilà, je vous remercie. Alors, donc, pour... je voudrais d'abord dire à Anis que c'est bien de dénoncer les dépassements, et ça, c'est une obligation pour quelqu'un qui s'occupe du patrimoine, que de dénoncer les exactions que subit le patrimoine et les dépassements que subit le patrimoine. Mais toujours faut-il savoir pourquoi on est arrivé là. C'est ça. Pourquoi le ministère de l'Agriculture envoie-t-il ces tracts sur les sites? Comment la chose a-t-elle pu arriver? Parce que quelque part en amont,
il y a une décision qui n'a pas été prise ou une tâche qui n'a pas été respectée. Parce que dans ce cas-là précis, moi je dis que ce n'est pas l'agriculture qui est responsable, mais c'est le patrimoine qui est responsable. Le patrimoine, je veux dire l'institution qui a en charge le patrimoine. C'est facile. Bon, quand on fait de la prospection archéologique, il est vrai, lorsqu'on va dans le milieu rural, on trouve des chantiers de CES, de conservation de sol, etc., aux dépens des sites. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Quelles mesures prend-on? Est-ce que, quand on a fait la carte archéologique aussi, ça c'est la politique patrimoniale, c'est la coordination, c'est la formation, c'est le travail en commun. On a fait la carte archéologique, mais personne n'a eu les cartes en question pour pouvoir à l'avenir éviter que de telles choses se reproduisent. Ça c'est un grand problème. Donc il faut savoir ce qu'on dit, parce que c'est facile. Les constats, on les fait tous. Mais comment éviter et pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'on ne travaille pas ensemble. Alors, j'en donne encore un exemple. J'en ai pour preuve, c'est que il y a quelques jours, j'étais impliqué dans un projet de développement où on parle pour le centre ouest de tourisme alternatif. Et il y avait tous les représentants, enfin, ou presque de tous les ministères, mais il n'y avait personne pour représenter le patrimoine. Alors, comment peut-on construire une politique qui se tienne de la sorte? Donc, il y a un problème. Il faut, à mon avis, réviser la façon dont on travaille, parce que le patrimoine, il est transversal. Il intéresse tout le monde maintenant. Il intéresse le tourisme, il intéresse l'intérieur, il intéresse l'économie, il intéresse la culture, il intéresse l'éducation, etc. Donc il faut travailler avec les autres. Et peut-être aussi se dire que quelque part, on doit changer d'attitude, on doit changer de politique. Et là, on est dans le vif du sujet. C'est ça les politiques patrimoniales. Parce que comment faire pour éviter les écueils, pour éviter les erreurs, et parfois ça tient à peu de choses, parce que le savoir-faire est là, grosso modo, on n'a rien à envier à beaucoup d'autres pays, mais il y a des mécanismes qui ne tournent pas rond. La carte archéologique, c'est bon de faire une carte archéologique, si par la suite il n'y a pas un suivi, si tout le monde n'a pas cette carte à portée de main pour pouvoir éviter que telle chose ou telle chose se reproduise, etc., etc. Donc, on peut se lancer la pierre, c'est vous, c'est moi, c'est lui, ça peut durer éternellement. Donc, c'est ça qu'il faudrait revoir. Pour vous, Bouhedma, moi je trouve que tu as été pessimiste. Tu dis que Bouhedma est en danger, est à l'abandon. Il n'est pas à l'abandon. Bouhedma, je crois savoir, peut-être que tu sais mieux que moi, les gens s'en occupent, les gens du patrimoine immatériel s'en occupent, il y a des visites, il y a des projets, il est inscrit, donc il faut travailler. Moi je pense que... voilà, merci. شكرا. أنا أريد أن أتوجه ببعض الملاحظات إلى الزميل أنيس الحجلاوي لأشاركه ألمه، لأنه في الحقيقة لما استمعت إليه وتتبعنا سويا هذه المشاهد شعرت وكأن بداخله ألم. معنى ذلك أنه قدم لنا وصفا لتدني الواقع التراثي بالجهة، وكأنه مغلوب على أمره، ليس لديه ما يمكنه من مواجهة هذا الواقع الصعب. وهنا يطرح مشكلة الآليات التي هي موجودة أو لا، أو التي يجب أن تكون موجودة بالمعهد وخاصة على مستوى الجهة حتى نتمكن من
تجاوز هذه الإشكالات ومن التصدي لها. الواضح أن هناك عجز، العجز هذا للمؤسسة مؤسسة المعهد نظرا لقلة إمكانياتها المادية وقلة تفاعل المؤسسات الأخرى من بلدية ووزارات إلى آخره. فالمعهد أنا أقول مسكين حسب روحه وحده. هذا باحث مسؤول على كامل الولاية، ماذا يزور يتفقد يفيد كونستا، نحسك فما اون اميرتوم، هو هنا حفرة هنا خرب وهنا عمل وهنا فلاح إلى آخره. إيه طيب الآن هل مثلا حاولت أنت مع سي منذ براهمي موجود في نطاق التفقدية الجهوية أن معناها تطلب اجتماع مهم مع الولاية لتدارس هذا الوضع المزري؟ ثم هل توجد خارطة أثرية تحدد المواقع؟ وهل تعلم ما هي المواقع والمعالم المرتبة وما هي غير المرتبة؟ خاطر كأنه فهمت معناتها الأمور هيك كفيلة مسيبة بحق. حسيت أنا بقلق معناها اللي الوضع في سيدي بوزيد بالكيفية هذه معالم هيك موجودة هيك. طيب فماشي عمل سياسي نحكي من طرف المعهد التراث حتى يقع إقرار جملة من الإجراءات تجاه كل من يتجاوز. هذه الدولة تتجاوز، وأنا شخصيا قلته في المداخلة بتاعي. المشكلة بتاع المعهد أنه أحيانا الدولة نفسها ما هيش متناغمة مع يعني سياسة المعهد. لكن قل لنا شنو باش تعمل، ايش لازم باش تعمل، شو نعمل؟ لأنه كأنك أنيس قعدت او نيفو دو كونستا وحسيت انك متألم، وانا بكل صدق انا متألم كيفك ايضا، خاطر قاعدين نشوفوا في يعني وضعية معناتها مزرية بالحق. ونقولوا فاش قاعدين نعملوا احنا مسؤولين وباحثين وكذا، نحس بسوم ان بو ديزامباري، نحس بسوم ان بو ديزامباري. شكرا. Je voudrais te poser une question. Pourquoi les ibadites du Mzab ont protégé leur mosquée et pourquoi les ibadites de Gerba les démolissent? Et il faut trouver le problème, parce que le problème est là-bas. C'est le développement d'un type d'intégrisme chez Gerba qui, lui, s'est attaqué aux mosquées, tandis que l'intégrisme dans le Mzab, c'est autre chose, c'est pour se protéger contre les étrangers, donc ils valorisent, ils cultivent leur personnalité. Deuxièmement, le deuxième problème est pourquoi le classement de Gerba, qui a commencé en 1990, n'a jamais abouti. Il faut me dire pourquoi. Parce que les meneurs de jeu... Il n'a pas commencé en 1990. Parce que les meneurs de jeu ne comprennent pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on va classer? Est-ce qu'on va classer toute l'île? Et le tourisme ne veut pas. Et la Sonnette ne veut pas. Et la Steg ne veut pas. Et l'agriculture ne veut pas. Et on veut faire un pont. Donc, qui décide? On leur a dit depuis 90, classons par petits morceaux. Je suis fondateur de l'association de l'île de Gerba. L'association, à partir de 90 ou 80, on veut classer toute l'île. Mais ce n'est pas possible parce que tous les partenaires de l'île ne sont pas d'accord. Et ils n'arriveront jamais à une solution. Ça, c'est la difficulté. Il faut l'expliquer. Et ma question personnelle, on veut se classer à l'UNESCO. Pourquoi? On veut se protéger. Si nous ne voulons pas protéger notre patrimoine, ce n'est pas notre classement, ce n'est pas l'UNESCO qui va nous protéger. Donc, si on le fait pour le prestige, mon patrimoine n'a pas besoin d'un label de prestige. Donc, c'est un truc, je ne sais pas, méchant si vous voulez, c'est truc,
on pousse les gens à classer au patrimoine mondial. On cherche le diaya. Donc il faut nous expliquer que le citoyen normal, vous lui dites on va se classer à l'UNESCO. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est son intérêt? Merci. Merci, Monsieur le Président. Une question à mon collègue et ami Moundr Brahmi. Si j'ai bien saisi votre raisonnement, l'inventaire en soi ne suffit pas pour la protection des sites archéologiques. Alors, quelles sont les mesures que vous allez prendre en tant qu'inspecteur régional du patrimoine dans le sud-ouest tunisien pour protéger ce patrimoine varié؟ بالنسبة لبعض الملاحظات حول مداخلة صديقي وزميلي أنيس الحجلاوي. صيحة الفزاعة الذي يطلقها الزميل أنيس الحجلاوي فيما يخص واقع التراث بولاية سيدي بوزيد، حقيقة ما ذكره زميلي أنيس الحجلاوي يعتبر يعني قليل بما يحدث بالمقارنة بما يحدث في ولاية سيدي بوزيد. ولاية سيدي بوزيد بعد 2011 بحكم انتمائي إلى هذه الولاية عرفت انفلات كبير. يعني بالنسبة وأنا بالنسبة للملاحظة الأستاذ عبد اللطيف مرابط حول الخارطة الأثرية. وضعت الخارطة الأثرية، يعني المشروع الذي كان يشرف عليه الأستاذ صادق بن عزيز كان الهدف منه هو توزيع هذه الورقات على المعتمديات لتفادي البناءات فوق المواقع الأثرية. بالنسبة لولاية سيدي بوزيد هناك ورقة فقط هي ورقة مكنسة، باقي الورقات لم يعني ما فماش بروسبكسيون، ما وقعتش جبل الخشم، جبل القبرار، الاسودة، كل هذه المناطق يعني لم تدخل في نطاق الخارطة الأثرية. بالنسبة لأستاذي نبيل قلالة، يعني هناك واقع معين تتميز به ولاية سيدي بوزيد وهو انفلات كلي، يعني انفلات وتهرب من مؤسسات الدولة داخل ولاية سيدي بوزيد. هناك تهرب عدم المواجهة، وأنا أتحدث يعني عن منطقة أعرفها أنا أنتمي إليها يعني. ولهذا أنصح زميلي وصديقي أنيس الحجلاوي pour solliciter la société civile، لأن هناك العديد من الهيئات التي تم تركيزها بعد 2011 ولها تأثير كبير على المواطنين، ويمكن هذه الهيئات أن تتدخل ويعني عملية تحسيس على مستوى الجهة على مستوى الولاية يمكن أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. وشكرا. La question est Madame Bounounes. Dans votre intervention, je ne vois pas vraiment vous n'avez pas parlé de l'appartenance de cette communauté ibadite à une culture arabo-berbère, notamment au niveau de la production des formes architecturales produites par cette communauté et en fait qui ne sont pas uniquement, qui ne dépendent pas uniquement des traits culturels spécifiques à la communauté ibadite, mais qui varient dans le temps et dans l'espace. Et d'ailleurs, entre Mzab et Gerba, et d'ailleurs une autre communauté, je pense, en Libye et aussi en Algérie, il y a 4 qui sont connus par, si vous voulez, cette spécificité architecturale et culturelle ibadite. Et que, donc, je veux dire que cette production, cette forme architecturale produite par les ibadites ne sont pas uniquement liées à cette spécificité culturelle, mais également dépendent dans le temps et dans l'espace en fonction des évolutions et aussi des, si vous voulez, des influences dans le temps et dans l'espace. Et nous savons très bien, si on lit l'histoire des Ibadites, qu'il y a des changements dans leur, si vous voulez, dans leur culture et dans leur, si vous voulez, production culturelle. Voilà, donc je veux comprendre cette... شكرا. باختصار شديد نرى أن هناك عوامل مشتركة بين سيدي بوزيد وما يحصل في ليبيا، عاملين مشتركين وهو الزحف العمراني
والحفر العشوائي، وهذه طبعا مشكلات كبيرة وحتى تتعاقم بمر الزمن، ولهذا يجب معالجتها بسرعة. مثلا التجربة الليبية قامت السلطات الليبية بتدابير فورية مستعجلة، منها إقامة مناطق عازلة مؤقتة حول المواقع بالاشتراك مع البلديات والمجتمع المحلي. طبعا هذه العوازل أو المناطق العازلة ما يسمحش فيها البناء، ما يسمحش فيها الامتداد العمراني، أي زحف. ثانيا اللي هي إعداد الشرطة، يعني من ناحية دورات، من ناحية تثقيف، إنه هو يكونوا في على مستوى معين، على وعي معين لحماية التراث. ثالثا اللي قامت به السلطات الليبية، طبعا مش كله ناجح لكن بدايات ومشروعات، هو رفع المستوى الوعي العام من خلال الحملات الإعلامية على أهمية التراث، من خلال المدارس. هذه بعض التجارب اللي مرت بها ليبيا والعوامل المشتركة بين سيدي بوزيد وما يحصل الآن في ليبيا. شكرا جزيلا. Juste une question pour mademoiselle Houdé Benouls. Simplement, vous demandez si vous êtes bien au courant du dossier de classement de l'île de Djerba au patrimoine de l'UNESCO. Parce que j'ai comme l'air que vous n'êtes pas tout à fait au courant de ce qui est en train de se préparer depuis des années. Je dois vous dire que le dossier est entre les mains de l'Institut du patrimoine et il est chapeauté par le Centre du patrimoine mondial, et qu'il y a eu un an une réunion à Djerba qui a donc réuni et l'Institut et des experts, etc., qui se sont mis à étudier l'ensemble du patrimoine pour choisir, ici je rejoins un peu Sadr al-Baziz, pour choisir les éléments ou les zones qu'il faut inscrire, car il semblerait difficile d'inscrire l'ensemble de l'île de Djerba. Et je voudrais vous dire, mademoiselle, que l'Institut s'est mis depuis plusieurs mois au sein d'un comité à faire le relevé de l'ensemble des monuments de cette île, et que c'est Sadr, c'est déjà dépassé. Il ne s'agit pas de l'inscription de l'ensemble de l'île, mais simplement de certains composants du patrimoine de l'île. Merci. Juste avant de donner la parole aux communicants pour répondre aux questions, j'ai deux observations. La première, c'est que, à propos de Simrab, quand il parle des dépassements qu'on ne cesse de voir. Alors, ces dépassements répondent à une seule chose, très simple. Tous les projets de développement régional ne passent pas au niveau national. Ce sont des réunions dans les régions, et généralement dans ces réunions, on n'invite pas l'Institut national du patrimoine ni le ministère de la Culture. C'est pourquoi on arrive avec des projets qui partent déjà. C'est pour ça qu'on arrive après coup. Voilà. Donc, généralement, c'est ça les projets, surtout le ministère de la Culture, parce que le ministère de l'Agriculture et aussi de l'aménagement du territoire, où les projets régionaux ne sont pas élaborés au niveau national, c'est au niveau régional. Et généralement, ce sont des bureaux d'études privés, encore plus. Ça, c'est la première observation. On en discutera. La deuxième observation, je suis très content de voir quelqu'un qui est opposé à l'inscription de Djerba, parce que moi aussi, je suis contre, pour la simple raison que classer, il faut arrêter le mythe et laisser croire aux gens qu'une fois un site classé patrimoine de l'humanité, ça y est, c'est sauvé. Je vous donne le seul exemple. S'il y a un site surprotégé par la loi, c'est le site de Carthage, et pourtant, ça ne l'a pas épargné. Et autre observation à propos de Carthage, Carthage n'a pas été déclassé par Ben Ali dans un coin, Carthage a été déclassé par la Commission nationale du patrimoine. Voilà aussi l'autre vérité qu'on doit dire.
Merci pour vos remarques. Je commence par la question de si Fawzi concernant l'inventaire. Oui, l'inventaire actuel ou le système. L'inventaire, ça s'y va. L'inventaire actuel ou le système d'inventaire, la méthodologie de l'inventaire du patrimoine culturel et non pas des sites archéologiques et des monuments historiques seulement. Et ne suffit pas ou ne couvre pas ou il est inadéquat, par exemple, avec les ressources, les différentes manifestations des ressources culturelles d'une zone ou d'un territoire. C'est pourquoi il faut instaurer de nouvelles mesures de l'inventaire. Madame Nabila a parlé, par exemple, de plusieurs fiches, par exemple, différents types de fiches, un type de fiche pour le patrimoine immatériel, pour les sites culturels, dans un même système, pour enfin que nous pouvons ensuite travailler sur cette base de données pour arriver à une stratégie de valorisation. Pour la question de Madame Nabila, oui, la question de la nomenclature, je pense que c'est ça aussi le Bahri, ils sont dignes de répondre. Je ne pense pas que dans les textes législatifs de la loi tunisienne, il n'existe pas une sorte de précision de qu'est-ce que ça veut dire site culturel, monument historique, site. Si. D'accord. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est ça, vous refusez la question d'un atlas régional. La carte archéologique des monuments historiques peut continuer de travailler indépendamment de notre travail parce que la carte régionale ne fait pas l'inventaire, par exemple, du patrimoine matériel, par exemple, de le savoir-faire traditionnel, par exemple. Ça, le projet d'un atlas, et si les autres régions demandent de le faire, oui, c'est nécessaire, on peut le faire. Alors, la question de la place de la société civile dans les plans de sauvegarde ou le plan de gestion du patrimoine, je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité. Mais comme l'a dit Si Adnen, il faut choisir ou il faut toujours faire attention aux gens qui ne sont pas sérieux de... Et merci. Alors, par rapport à la question de madame, il faut savoir que, comme ZAP, les constructions de ces complexes hôteliers au bord de l'oued de MZAP sont encouragées par l'État lui-même. Donc même le PVM, l'Office de protection et de la valorisation de la vallée de MZAP, qui a normalement pour mission de contrôler ce genre de construction, il n'a pas de pouvoir, il ne peut rien faire face à la volonté de l'État de promouvoir cette vallée au service du tourisme. Mais il faut savoir aussi que cet office-là est en train de... je dirais, il a trouvé une solution, il est en train de mettre en place un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé, un PPSMVSS. Donc on espère que ce plan-là limitera ces constructions anarchiques et cet étalement de construction au détriment des palmeraies et tout. Donc, par rapport à votre remarque, Monsieur Cèdre, pourquoi les mosquées mozabites sont mieux préservées que les mosquées djerbiennes? Donc, évidemment, c'est par rapport au nombre important des mosquées djerbiennes. Donc, elles sont très... plus que 250. Oui, oui. Ça peut être un facteur, ce n'est pas le facteur principal. Deuxièmement, la société mozabite est restée, je dirais jusqu'à récemment, il n'y a que les ibadites, les berbères mozabites qui habitent la vallée et qui utilisent ces mosquées-là. Par contre, à Djerba, la population a changé et donc... Il y a plus de non-gerbiens que de gerbiens. Exactement, il faut dire ça. J'ai peur de dire ça pour susciter les... Quoi? D'accord. Non, il y a plusieurs facteurs. Je cite quelques facteurs parmi lesquels... Donc, la difficulté par rapport au classement de l'île.
Effectivement, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour le classement de l'île. Cette île, il faut savoir que cette île, vous le connaissez déjà, elle est dépourvue d'un SDA, d'un schéma directeur d'aménagement. Tous les outils de planification ne tiennent pas compte. Un schéma directeur. Elle n'a pas, elle est dépourvue, oui. Elle n'a pas, oui, exactement. Et voilà, donc... quoi d'autre? Est-ce que vous étiez au courant du dossier de l'inscription? Oui, oui, par rapport à la... Donc c'est juste... Pardon, Anis. Juste une petite... par rapport à la difficulté encore de classement de l'île en tant qu'île. C'est impossible, c'est utopique. Donc on ne la classe pas. Parce que l'île, on ne peut pas considérer l'île comme un ensemble de monuments. Non, l'île, qu'on le veuille ou pas, c'est une unité. Et on ne peut pas, et comme je l'ai dit lors de ma présentation, sa valeur exceptionnelle réside dans son mode d'occupation du sol. Donc pourquoi prendre comme ça des monuments et les classer? Ça n'a rien de vital. Quelle est la solution? Oui, mais mademoiselle, vous n'allez pas naviguer seule. Parce que je vous disais, il y a quand même tout un dossier officiel de la part de... Oui, qui va classer, oui, je suis au courant, il va classer les monuments à part. Non, pas le paysage culturel et naturel, voilà. Donc on va inscrire un élément et un deuxième élément. Donc vous proposez autre chose que ce qui va être prévu et proposé par le comité du patrimoine mondial. Ah bon? Oui. Pourquoi pas? Pour la question de Madame Nabila, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quand même des lois qui organisent certainement chaque opération de classement. On ne peut pas classer tout type de monument, comme on ne peut pas considérer que tel ou tel type est un monument historique, qui, surtout ceux qui remontent à l'époque, par exemple, l'époque moderne. Surtout qu'il y a des spécificités qui déterminent ou qui insistent de faire l'opération du classement. Pour la question de M. El Mrabat, il y a un problème de communication avec les institutions, surtout régionales. Au sein du ministère de l'Agriculture ou de l'Aménagement, ils font leurs projets tout seuls. Ils ne nous invitent pas. Et est-ce que vous pensez que chez eux, il n'y a plus de topographes ou il n'y a plus d'ingénieurs qui au moins comprennent ou au moins fassent la lecture d'une carte topographique? دونك هل تعتقدون أنه ما فمش حتى مهندس على الأقل يفهم الخريطة الطبوغرافية سواء في وزارة التجهيز أو وزارة الفلاحة، لكن يتجاهلون الأمر. وأعرج هنا على السؤال الذي طرحه سي نبيل قلالة. بالفعل حاولنا في كل المرات، هناك وعود على مستوى المحلي، ولكن كلما تغير مسؤول كلما تغيرت الرؤية، وكلما تغيرت الرؤية تغيرت المعاملة مع التراث. أعتقد أن الأمر يجب أن يمر عن طريق وزارة الثقافة حتى تكون هناك يعني بالقانون بالفرض أنه أي مشروع يجب أن يعني يستدعى فيه المسؤول في الجهة، سواء كان في التجهيز أو الفلاحة أو كذا، حتى يكون المشروع من البداية على الأقل مبني في طريقه الصحيح. Merci à vous tous. Donc on prend la pause.